va conclure avec peut-être Daniel Philippe qui peut intervenir pour la conclusion et puis une dernière conclusion de Ethel que nous remercions déjà pour tout ce qu'elle nous a apporté, son expérience, sa personnalité. Donc, Daniel Philippe, c'est à toi. Alors, je reprends un tout petit peu ce que disait Ethel, par exemple, associations, entreprises ne pourront jamais remplacer l'État ou un supra-État à l'échelle européenne. Je l'évoque parce que l'idée de dire on pourrait avoir des associations, des entreprises qui aideraient à l'échelle de 7 milliards d'êtres humains, et sinon nos pays riches de 2 milliards, c'est pas jouable. Il faut donc penser une structure beaucoup plus structurée, si j'ose dire. Mon propos, il était d'évoquer, je l'avais écrit, j'y reviens, je l'ai devant les yeux, qu'un système économique et institutionnel donc, qui n'accompagne pas tous les individus, puisqu'Ethel nous rappelait tout à l'heure qu'il y a des délinquants qui viennent de milieux pauvres, mais aussi de milieux riches. Donc la pauvreté, elle peut naître dans la tête d'un individu, elle peut naître dans le désespoir, dans le désarroi. Je me souviens personnellement d'un fils d'amis de ma chère maman. Parce que le papa était directeur de société au pluriel, et le fils numéro 2 était tellement paumé qu'il a fini dans la drogue et lui n'est pas. Donc ça peut finir très très mal en effet. Donc l'idée, elle est de dire que tous les individus, que chaque individu va pouvoir être pris en charge, si on peut dire, par une société, on va dire, adulte, contrôlée par des organismes d'État qui assurerait l'éducation permanente, donc par une information experte concernant le suivi des évolutions technoscientifiques au sein des marchés. Alors au sein des marchés, ça veut dire que quand un marché, on peut penser aux jeux vidéo, par exemple, il y a des marchés qui sont porteurs. Eh bien, des marchés comme, par exemple, l'aviation en ce moment, on sait que Covid oblige, et plus tard, on va voir des trains se développer, par exemple. On sait que certains types de produits vont être moins vendables que d'autres ou différemment vendables. Donc, il peut y avoir des experts qui, suivant les évolutions des marchés, les évolutions des technosciences, peuvent dire à des jeunes gens, vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans, voilà, si vous suivez tel programme pendant 5 ans, vous aurez tel métier ensuite. Ce qui évidemment aussi répond à la demande de l'être humain qui a toujours envie d'une reconnaissance et d'une amélioration. Et donc, il faut aussi considérer que la précarisation massive, et on y arrive à travers la crise sanitaire, mais bien au-delà, on est aussi au bas d'un cycle de Kondratiev en économie, en macroéconomie, bien, on s'aperçoit qu'il y a des moments où l'on peut considérer que il faut aider justement l'individu, l'aider, comme je disais à l'instant, par des études, par des formations, mais aussi par des gens orientant les individus. Pourquoi? Alors, ça a été aussi dit par Ethel, et c'est vrai que c'est extrêmement important. On arrive dans des sociétés tellement complexes que la plupart des gens jeunes qui ne viennent pas de familles très aisées, avec énormément de relations, n'auront plus de travail sérieux dans une décennie. C'est très très rapide. Les années 2030, ça va être un enfer, un calvaire. Donc, soit on va aller vers des sociétés de grande violence, alors violence d'un côté avec des jeunes qui se diront finalement à quoi bon, on ne nous offre rien, donc on va tout casser pour le plaisir, ou bien on va tout casser pour essayer d'avoir les bonnes places. Et d'autre côté, bien violence en face, des gouvernants apeurés qui enverront des milices de policiers partout, déjà pour se protéger eux-mêmes, et là ça deviendra l'enfer absolu. Donc on peut penser maintenant tout de suite, prévoyons une autre route qui ne soit pas une route de répression, mais d'éducation. Alors, l'idée ne vient pas de moi, je vous cite volontiers à tous deux livres. Violence urbaine, donc, alors Lucienne Lui Trong, alors je devrais dire en vietnamien Boy Trong, c'est son mari qui est un architecte vietnamien. Elle a été commissaire divisionnaire, elle a travaillé, elle a une échelle qui prend son nom d'ailleurs, un autre livre d'ailleurs, Violence, les racines du mal. Elle avait travaillé là-dessus il y a déjà une bonne dizaine, quinzaine d'années, c'est extrêmement important. Elle était dans cette problématique, exactement comme l'a expliqué Ethel, à savoir que il faut absolument anticiper maintenant ce risque de violence et violence, puisqu'on peut avoir une violence d'État face à une violence populaire, et c'est ce que disait Patrick il y a quelques minutes en réévoquant cette problématique donc de la République, on peut dire, face à une loi des cités, une loi
des banlieues, une loi pardon, des banlieues en difficulté. J'étais revenu sur l'idée que Ethel, à un moment donné, évoquait la problématique à travers une question qui venait de Rachida, qui avait été reprise par Serge et par Gabriela, la question des communautés religieuses. Ethel avait répondu en évoquant les groupes d'appartenance en sociologie. Et je disais qu'il y avait un exemple à prendre et à développer qui vient de la Rome antique, où il y avait des éducateurs, certes des éducateurs militaires, mais qui aidaient, parfois comme des pères, et aussi il y avait des encadrements maternels aussi, de gens qui étaient des jeunes gens de toute famille, parce qu'à l'âge de 7 ans, il fallait quitter sa famille et aller dans le système romain. Un système romain qui fabriquait principalement, parce que vous savez que c'est une économie très différente de la nôtre, hein, c'est une économie agraire, une économie de cultivateurs, une économie basée aussi sur la guerre en jachère, c'est-à-dire on rentre en guerre ici, puis quand on a tout utilisé ici, on rentre en guerre là, et puis on bouge. Bon. Mais cela dit, donc, fabriquer des ingénieurs militaires, on pourrait fabriquer des ingénieurs civils. Cela dit, l'idée, elle était formidable parce que tous ces gens, ces jeunes gens, étaient pris en main par le système et non pas abandonnés à eux-mêmes. Et ce que j'évoquais, c'est que dans un avenir proche, je parlais pour ça de macroéconomie et notamment de cycle de Kondratiev pour évoquer ce qu'on arrive bientôt au plus bas. Au plus bas, ça veut dire que dans les années 2030, on va avoir énormément de gens qui ne trouveront plus d'emploi et même des gens qui auront parfois des bons diplômes mais qui n'auront pas les relations parce que les relations, c'est pas tout le monde qui les a. Il faut, à une certaine époque, il suffisait d'être dans telle ou telle grande école. Maintenant, il faut les parents, il faut les relations familiales. Enfin, ça devient de plus en plus complexe. Donc, il va y avoir plein de gens dans la rue. Et ce que j'évoquais, c'est pour ça que j'avais parlé des livres de Lucienne Duitrong, évidemment, donc je laisse un tout petit peu plus en visibilité, oui, comme tu me disais, Patrick, excusez-moi. Oui, parce que c'est extrêmement important de considérer, alors j'en ai deux, elle m'en avait offert à l'époque, mais c'est extrêmement important de considérer que si on ne pense pas maintenant pour dans 10, 20, 30 ans, ça va aller très vite, un régime politique, institutionnel et aussi économique qui prennent en main, disais-je, les individus en les aidant de façon institutionnalisée. Ce n'est pas les entreprises ou les associations ou même un pôle emploi quelconque qui pourront quoi que ce soit. Donc un système beaucoup plus vaste, beaucoup plus puissant, qui puisse aider les individus, tous les individus, à trouver de l'emploi, mais aussi à continuer d'être formés, avec derrière des administrateurs civils et de l'intelligence artificielle, pour savoir que dans 5 ans, dans 10 ans, tel marché va se développer dans tel secteur d'activité, que telle nouvelle technologie va apparaître, et dire à quelqu'un de jeune et de moins jeune, quelqu'un qui peut avoir 35 ans, mais qui peut plus y arriver, qui ne sait pas comment avancer et qui commence à stagner dans son travail, à se décourager. Bien sûr, quelqu'un-là, on lui dit, voilà, dans 5 ans, par rapport à tes vocations, à ce que tu aimes bien, il y a telle et telle activité qui vont se développer. S'il dit ça, ça me plaît, eh bien, allez, on le place dans l'école. Il ne faut pas que ce soit des écoles payantes. On peut payer les écoles d'une part par les impôts et d'autre part par des entreprises qui vont prendre en main des jeunes qui vont ensuite travailler pour ces entreprises. Donc c'est extrêmement rentable, donnant, gagnant-gagnant. Et par contre, ce qui devient extrêmement important au bout d'un moment, c'est que, et ce que je commençais à dire un petit peu avant, en évoquant donc Lucienne Duitrong, c'est que on n'aura plus ce risque vers lequel on arrive, qui a été décrit par plein de prospectivistes et même par des auteurs de science-fiction. On risque d'arriver vers des sociétés où il y aura d'un côté la violence, qui était invoquée un petit peu avant justement, donc la loi des banlieues défavorisées face à la loi républicaine, et puis de l'autre côté, la violence républicaine des chefs d'État complètement incapables de répondre à la problématique, qui vont envoyer des hordes de policiers presque en police, enfin en milice, pour frapper les jeunes, frapper les moins jeunes. Ça devient l'horreur. Plutôt que d'avoir donc un monde de répression, on peut avoir un monde d'éducation, de structures qui amènent les individus à avoir des âges de formation, ensuite des âges de travail, et puis peu à peu d'enseignement, parce qu'un individu à un certain âge est fier, il n'est pas forcément en retraite à 62 ans, ou 65 ans, ou 70 ans. À 60 ans, il peut avoir la capacité d'enseigner ce qu'il a appris. Et puis ensuite, il peut devenir un consultant. À 70 ans, il peut devenir un consultant. Donc à 60 ans, il continue une carrière qui n'est plus la même carrière. Il transmet. À 70 ans, il continue encore à servir, mais il est
un conseiller, au lieu d'aller chercher des McKinsey ou je ne sais quoi, on peut avoir des gens complètement opérationnels qui seront heureux, fiers et compétents. Voilà. Donc on peut repenser un monde absolument structuré qui amènera beaucoup de bonheur. Ah ben moi je suis d'accord, hein. Ce que Dan Phil, vous évoquez, ça veut dire une structure, un cadre législatif qui soit la référence, voilà, et qui ne soit pas simplement, comme là c'est en train de se créer, simplement des associations, des entreprises qui disent bah oui, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Très bien, parce qu'on peut penser qu'effectivement, c'est la base, entre guillemets, ça veut dire il y a un besoin qui monte et qui est pris en compte par des personnes qui créent des choses, et très bien. Mais il faut qu'effectivement, enfin pour moi, je partage votre point de vue, il faut qu'il y ait un cadre législatif, un cadre, alors je ne saurais pas comment l'appeler, institutionnel d'une certaine façon, qui porte ça, quoi. Que ce ne soit pas simplement porté par les gens sur leurs épaules, les petits choux. C'est pas ça, quoi. C'est pour un ensemble. Je suis d'accord avec vous. Vous avez bien fait de prêter attention à ce qui concerne la délinquance et les mômes et la jeunesse qui commet des délits, parce qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ça rejoint ce que vous disiez, Danfield, et c'est qu'en fait, c'est une image, il nous montre une image de la société et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et donc, ça nous amène à nous poser effectivement ces questions et à y travailler ensemble, en fait, et se dire, bah oui, il y a quelque chose à faire, mais quoi? C'était un excellent point d'entrée pour une très belle discussion. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Ethel, essentiellement. Et à une prochaine fois pour de nouvelles discussions et débats. Merci.